Et salut à toutes et salut à toutes et bienvenue de retour pour ce deuxième épisode consécutif de Game Lovers. Ça n'est probablement jamais arrivé dans l'histoire, c'est un inédit. Ça va trop vite. Ah oui, on est resté des mois et des mois sans ne rien faire. On ne brille pas par notre constance, mais on est là aujourd'hui. Le rythme corse, quoi. C'est le rythme corse. On en a beaucoup parlé. C'est très fluctuant. Vous l'entendez peut-être, on est à la Corsica Games Week 2026. Celle-ci, pour le coup, on est assidu. C'est la 3e fois qu'on fait un podcast pour le salon. C'est vrai. C'est la 4e édition. On a participé dès la 2e, nous, et on est là depuis. Et à chaque fois, on a pu faire un podcast. Et alors aujourd'hui, messieurs, dames, on a mis des petits plats dans les grands. Ils sont 3 à se succéder sur le plateau de Game Lovers, dont l'immense, que dis-je, la star. La star, je sais. Alors, je veux pas aller sur des superlatifs. Le phénomène générationnel. Amazing. Wonderful. Pas trop aller sur le monolithe parce qu'après ça fait très vite vieux monument, etc. Oui, je suis comme un dinosaure, hein, tu peux y aller. Moi je dis pas ça. Non, moi petits amis, c'est vraiment le meilleur truc. L'immense Marcus. Ah, c'est gentil. On ne présente plus. Moi je suis plutôt le pote des gens, je suis pas une star, je suis l'ami des gamers depuis. On t'a vu évoluer depuis 2 jours sur le salon. À moi aussi. Oui, voilà, mais oui. On a vu toute la bienveillance que tu mets aux gens d'ailleurs, tu vois. Bah écoute, je leur rends ce qu'ils me donnent. Ma biographie, ça paye payer pour jouer, et c'est grâce à vous. Donc oui. Peut-être en partie. Quand les gens viennent me voir et me remercient, je dis mais c'est moi qui dois te remercier puisque ça fait 30 ans que je fais ce que j'aime, je suis payé pour le faire et c'est grâce à vous qui me regardez. Donc s'il y a bien quelqu'un qui doit remercier les autres, c'est plutôt moi à mon avis, mais voilà. Oui, l'humilité, c'est la marque des grands. On a dû te le dire 1000 fois, 2000 fois ou je sais pas. Mais oui, t'étais un pote de ma toute petite enfance dans mon salon. Ah bah ça me fait plaisir. J'avais même pas 10 ans, dans des lieux que tu suspectes même pas, des trucs chantants qui s'appellent Ville di Pietrabugno, là où moi j'ai grandi. Ah c'est magnifique. Et c'est vrai. Et sur ma télé, moi j'ai ces souvenirs-là. Des fois, tu vois des maisons de village, des choses un peu surannées, passées, etc. Mais il y a ta tête dans le salon, mais parabole sur le toit, mais il y a la parabole CanalSat. Et je revois les lancements de chaînes Disney Channel, Game One qui devaient arriver. L'époque où t'avais les jingles qui tournaient en boucle, etc. Je me rappelle de ça. Et je me rappelle. Ouais, mais alors mes parents en plus étaient plutôt favorables, tu vois, ils respectaient pas trop. Cool. Ils m'avaient acheté une PlayStation et tout ça, donc vraiment je peux pas dire que t'étais le seul des adultes qui s'intéressait à notre culture. Mais moi, ça a aidé beaucoup auprès des parents. Mais j'en suis sûr et certain. Mais c'est sûr et certain. Malgré tout, moi je peux dire que je suis très touché, très ému, vraiment. Ah, c'est gentil, vraiment. Merci, ça fait très plaisir. Je sais que à ta façon, t'as compté, tu le sais, sans doute. Ouais, beaucoup. Mais je te dis comme un ami, comme un pote qui vous conseille des jeux. C'est vrai. Plus que comme Jean-Pierre Foucault ou d'autres. Puis surtout, Michel Drucker, des gens à une époque où t'inventes évidemment le format. Avec pas level, hein. Attention, ni level, hein. C'est level, hein. Ah ouais. C'est level one. C'est comme Spider-Man. Nous, on est français. C'est level one. On dit level one. C'est level one. J'ai un spectateur qui me disait, ma maman était prof d'anglais, et à chaque fois qu'elle t'entendait dire level one, c'est quand même pas compliqué, c'est level, pas level, il suffit d'inverser. Mais ça faisait partie du truc. C'est drôle. C'est une époque où il y a comme ça quelques termes anglais relatifs dans le gaming qui sont installés à la française. Resident Evil. Le level et le cheat code. Personne ne dit Resident Evil. On entendait même du Metal Gear. La Game Gear. La Mega Drive. La Game Boy, alors que bon, c'est le Game Boy, mais c'est la Game Boy. La Game Boy, c'était. Et donc merci pour tout ça, même si tu le suspectes peut-être, tu l'anticipes, mais je le touche du doigt quand je viens sur des salons comme ça. Je vois plein de gens qui me regardaient quand ils étaient petits, qui ont gardé beaucoup de nostalgie pour cette période, à qui j'ai évité d'acheter des jeux pourris qui valaient 60 balles. Donc là, je comprends leur reconnaissance. Comme Tintin, comme Tintin par exemple. Donc non, c'est génial pour moi. J'ai une notoriété géniale qui est que, en gros, personne me connaît, sauf les gamers qui avaient CanalSat à l'époque ou qui allaient chez un ami voir CanalSat, et eux me connaissent très bien, ils savent très bien qui je suis. Tu peux te balader tranquillement dans la rue sans être totalement. sans problème. Et quand quelqu'un me reconnaît, c'est toujours très souriant, très bienveillant. Je le vois à la tête des gens quand je suis dans le métro. Si je vois un gars à l'autre bout du wagon qui me voit et qui sourit, c'est quand même génial de se dire je provoque cet effet-là. Alors, à Paris, tu sais, tout le monde tire la gueule dans le métro. S'il y en a un qui sourit, c'est qu'il m'a reconnu. C'est génial. Ah oui, bien sûr. Ce que tu provoques chez les gens, c'est extraordinaire. Oui, moi je trouve ça. C'est très touchant pour moi aussi. Sur
2 générations au moins que tu... Sur 2 générations, bah voilà, ton fils me regarde, toi tu me regardais, là je commence à voir les enfants des gens qui me regardaient quand ils avaient 15 ans. Totalement. C'est comme les vieilles institutrices qui commencent à voir les enfants de leurs premiers élèves. En blaguant avant de commencer l'émission, on t'a comparé à Dorothée. Oui, alors, c'est vrai. Je sais que c'est peut-être pas glorieux comme comparaison. Non, je comprends tout à fait. Il y a le même relationnel, tu vois. Exactement. C'est les gens beaucoup de gens de cette époque. De l'affect en fait. On l'affect du club Dorothée avec Corbier, Jackie, etc. Voilà. Et voilà. La différence. T'as pris un peu la suite. J'étais un peu après. Oui, et en plus avec plus de proximité. Plus de proximité encore. Parce que t'avais beau être un enfant, quand à la fin du club Dorothée, il soit peut-être ton anniversaire avec un scrolling de 8000 noms par ordre alphabétique, tu comprenais bien que t'étais pas tout seul. T'étais pas tout seul à regarder. Alors que nous à Game One, en tout cas au début, moi je répondais aux mails des spectateurs qui m'écrivaient, donc il y avait un vrai échange. Certains sont devenus des amis. Je pars en vacances avec des gens qui étaient des spectateurs à la base. Mathias Lavorel, avec qui on a écrit tous les rétro Game One, était un spectateur à la base, mais comme il écrivait très très bien, on est tout de suite devenus amis et de fil en aiguille, on a travaillé ensemble. Voilà, on a été vraiment proches des gens, on a toujours essayé de le rester malgré pas malgré le succès, mais au bout au-delà d'un certain nombre de gens, on peut pas être vraiment ami avec les gens. Non. Le maximum que tu puisses faire, c'est ce que je fais moi, c'est passer au moins 4-5 minutes avec chacun et pas juste 30 secondes. Bonjour, comment tu t'appelles? Merci, au revoir, la photo. Voilà, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien avoir un vrai échange avec les gens. Enfin, vous l'avez vu. On t'a vu faire d'ailleurs. Je passe mon temps à ça. Voilà. C'est le maximum que je peux donner avec le volume de gens que j'ai. Et je suis très content du volume de gens qui viennent me voir parce que si c'était plus, je ne pourrais pas le faire. Tu pourrais pas le faire. Il y a quelques semaines, j'étais à Clermont Geek Convention. J'avais une file d'attente et il y avait 2 heures d'attente. Et quand c'est comme ça, c'est pas 5 ou 10 minutes que tu peux passer avec chacun, c'est 2-3 minutes. T'essayes de faire en sorte que ce soit ressenti 6 ou 7, mais voilà, mécaniquement tu peux pas avoir une relation approfondie si les gens sont trop nombreux. Donc la chance qu'on a à Game One, c'est qu'on garde quand même un public relativement restreint avec lequel on peut encore avoir ce contact sur les salons au moins, évidemment. Après, mais je crois que personne t'en voudra jamais de n'avoir que 3-4 minutes. Oui. Les gens, après, quand t'as fait la queue 2 heures, quand même, t'aurais envie que ça dure un peu plus longtemps. Mais bien sûr. Si ça durait plus longtemps, t'aurais attendu 3 ou 4 heures. Donc, c'est vrai que c'est dur. Les gens comprennent très bien les limites de l'exercice, si tu veux. Et là, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas trop de monde, donc je peux vraiment avoir un vrai moment avec chacun. Alors, tiens, justement, chaque moment est unique. Puisque le salon est dimensionné aussi à la taille et à la réalité de l'île, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es déjà venu? Parce que moi, je t'ai pas entendu là-dessus. J'aimerais bien savoir. Est-ce que la Corse était un endroit que tu connaissais, que tu fréquentais? Est-ce que c'est une première? Est-ce que c'est une découverte? Non, je suis déjà venu en Corse. J'avais été invité par l'hôtel Radisson Blu à Ajaccio, qui, il y a une dizaine d'années de ça, a décidé de faire des escape games dans des chambres. Ils avaient réquisitionné 5 chambres de l'hôtel. Chacune des chambres était transformée en une escape game. La même escape game dans chacune des chambres. Ça pouvait accueillir 5 joueurs à chaque fois. Ça permettait, par exemple, à des entreprises d'envoyer 25 membres de leur personnel dans les escape games et tout ça. Et c'était un scénario autour de Napoléon, etc. C'était très rigolo. Ça parlait de l'histoire de l'île et c'était très bien. Et donc j'avais été invité par cet hôtel pour expérimenter avec d'autres personnalités les escape games et on s'était régalé, c'était super. Je sais pas s'ils le font encore. J'espère que oui parce que c'était super agréable. Je crois que c'est notre copain Ajaxien, la Fred. Je crois qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté, mais je pense que ça a dû durer quelques années. Ouais, ça quelques années. Et c'était très agréable à faire. Et du coup j'en ai profité avec ma femme. On avait visité un petit peu l'île autour d'Ajaccio principalement. Et c'est la première fois que je viens sur un salon. Et puis là, je vais faire quelques jours de vacances. On va aller voir. Tu vas en profiter. Voilà, là, j'ai la chance d'être avec ma femme et mon fils. Ils viennent jamais avec moi sur les salons. Ma femme n'est pas très geek, donc mais la ça Corse m'intéresse pas trop. Mais la Corse, ça m'intéressait. Les organisateurs ont eu c'est la chance qu'on a. C'est la chance qu'on a, c'est qu'on peut attirer les gens grâce au cadre, bien sûr. Tu parlais de succès populaire tout à l'heure par rapport à Game One. Je reviens juste un peu là-dessus. Succès aussi auprès des vedettes avec les invités quand même marquants. De Level One. La chance. Laurence Boccolini. Oui, c'est vrai. Lilian Thuram. Je dis du mal de Jean-Pierre Foucault. Lilian, c'était génial. Liliane, tu veux dire? Parce que malheureusement. Lilian Thuram, appelé comme ça toute l'émission, c'était extraordinaire. J'ai honte. Tu sais, moi, en fait, je déteste le foot. Pour moi, c'est des trucs de hooligan et machin. Alors, j'ai changé d'avis et ça va mieux maintenant, mais j'ai jamais aimé le foot, ça m'intéresse pas, etc. T'as le droit, et je connais rien. Donc, en 98, je regarde même pas la finale France-Brésil. J'ai ma copine de l'époque qui regarde avec ses copines et moi, je suis à l'étage en train de jouer à Mario Kart. Et qui reconnaît le mec.
mec avec qui t'as fait oui, elle le connaissait, mais moi je connaissais pas. Tout ce que je savais, c'est qu'il avait marqué un but et qu'il avait mis sa main sur la bouche comme ça. Contre la Croatie. Et Lilian, c'est pas un prénom très répandu à l'époque, donc je pensais que ça se prononçait à l'anglaise, Liliane. Et donc il vient pour un level 1 sur un jeu de foot. Et pendant toute l'émission, je l'appelle Liliane et il est très gentil, il est vraiment gentil, il me corrige même pas. On peut la voir sur YouTube d'ailleurs. Je crois que l'émission on peut la retrouver sur YouTube. Ouais, tu peux la voir, elle est assez incroyable. Il est adorable, vraiment. Le jeu est vraiment pas terrible, mais bon, il est là pour la promo du jeu. Donc, mais on fait un peu comme si le jeu était pas si mal que ça. J'ai réussi à lui marquer un but, alors que je suis nul au jeu de foot, vraiment. C'est quand même pas ton genre de faire semblant que les jeux sont pas si mal que ça. On pourra en parler. Quand t'as un invité, le gars. C'est vrai, bien sûr. Évidemment. Vraiment, je suis transparent la plupart du temps. On le sait. En plus, c'est un chic type. Et puis, de toute façon, honnêtement, même si ça avait été un super jeu, comme je joue pas au jeu de foot, j'étais pas à même de le critiquer. Je voyais pas, pour moi, c'était comme FIFA ou PES. Il y a pas de différence pour toi. Je comprenais pas comment ça se jouait. Moi, tu sais, j'ai déjà du mal à diriger un personnage, alors 11. C'est pas possible pour mon cerveau. C'est vrai que c'est à la fois, mais ouais. Donc, je l'appelle Liliane pendant tout le truc, et à la fin, on sort, et tu sais, on avait des bonbonnes d'eau à Game One pour se rafraîchir. Et il veut se servir un petit gobelet, mais la bonbonne est vide. Et à côté, il y a une bonbonne pleine. Donc il prend la bonbonne vide, il l'enlève et il recharge. Voilà. Et il y a une secrétaire qui, comme moi, connaît rien au foot, qui sort la tête de son bureau et qui voit Lilian Thuram en train de changer la bonbonne. Il fait monsieur, s'il vous plaît, l'autre aussi, s'il vous plaît. Et moi, il fait non, c'est Lilian Thuram. Et il a découvert qu'il était tombé chez les fous, je pense. C'est excellent. Mais j'ai vu que son fils s'appelait Marcus. Oui. Alors soit il est pas rancunier, soit il l'a eu avant. Je pense qu'il l'a eu avant. En fait. Je sais pas en quelle année il a Marcus, mais oui, Marcus qui joue à l'Inter en équipe de France. Oui, il paraît que c'est un joueur réputé, voilà. C'est peut-être grâce au but que tu l'as marqué, c'est dit. Peut-être si c'est je peux battre papa. Tu donnes une consonance anglaise sur un prénom français et le mot anglais tu le francises. Ça a poussé le monde à l'envers. Oui, c'est ça, exactement. Mais il est unique. N'importe quoi. Je reviens justement là-dessus. C'est aussi cette histoire d'intégrité qui te fait quitter Game One pendant 10 ans. Oui. Moi aussi, vraiment. Épisode traumatisant. Je suis petit, honnêtement. Je suis petit, j'ai 12-13 ans, donc je comprends pas vraiment les raisons. Parce qu'en plus, j'ai revu le Level 1 où justement, tu t'en expliques sur ce qui est probablement le plus grand jeu de tous les temps. C'est d'autant plus marquant, tu vois, de le faire sur un MGS2 qui a une résonance particulière. Tout le monde l'attendait, ce Level 1. Moi, je me rappelle. On n'avait jamais d'émission en direct à Game One et que pour cette occasion, pour Metal Gear, on avait un direct. Et que pour moi, c'était l'occasion d'annoncer mon départ en direct et non pas dans une émission enregistrée qu'ils auraient pu ne pas diffuser ou couper au milieu. Bien sûr. Et c'était ça le truc. C'est incroyable. C'est la seule en direct? Qu'à l'époque, c'était on a dû faire 4 émissions en direct dans toute l'histoire de Game One avant cette époque. Ça veut dire c'était une fenêtre qu'il faut pour faire ça. C'était une fenêtre. C'était très émouvant pour moi aussi. Je m'en rappelle. Là, j'ai revu quand en plus tu prends position en disant il y a moi, mais il y en a probablement d'autres qui vont suivre. Oui, tout le monde. C'est-à-dire que tu les mets tous au carré. Le réalisateur aussi, je me rappelle. C'est pas bien ce que vous faites, je suis pas seul. Toute la rédaction est partie avec moi. On est tous partis vraiment. Et c'était compliqué parce que j'étais en direct, fallait que j'explique aux spectateurs que j'allais partir, fallait que j'explique pourquoi, mais je pouvais pas rentrer dans les détails du fait que Infogrames vendait des espaces publicitaires dans des émissions éditoriales. Il disait aux gens si vous nous passez de la pub, Marcus il fera pas un level 1 mais 4 pour mettre votre produit en valeur et il en dira du bien, les tests s'il y a des points négatifs, on les abordera pas, etc. C'est ça qu'ils vendaient en fait. Et j'avais des preuves matérielles de tout ça, mais mon avocat m'avait dit tu peux pas aborder ça, ils vont t'attaquer en diffamation. Donc, reste vague en disant. Et donc ce que j'ai dit, c'est ça fait 4 ans, voilà. Ça fait 4 ans que j'ai votre confiance. Je pense que si je reste, je serai amené à trahir votre confiance. J'ai pas dit directement, ils vont me forcer à dire. T'es avant-gardiste. T'imagines ce que tu fais à une époque où aujourd'hui on reproche à tous les youtubeurs des hommes sandwich. Oui, c'est vrai. Des mecs, des panneaux publicitaires ambulants. Tout à fait. Et où on trouve que le gaming aussi pâtit un peu de ça, du fait qu'il n'y ait pas de ligne édito, qu'il n'y ait plus de magazine, qu'il n'y ait plus que des gars qui soient probablement payés parce que on va pas se brouiller avec l'éditeur, etc. Non, mais sans rire, à quel point t'es aussi avant-gardiste par rapport à ça, de dire wow. Moi, je me laisserai pas prendre. Je viens de la presse écrite, donc je suis journaliste. Pour moi, je suis journaliste même encore aujourd'hui, même si je suis plus animateur. Je suis quand même journaliste et vu le prix des jeux, mon métier, c'est de dire aux gens ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. C'est la base pour moi de notre métier. Donc cette base, elle était corrompue par Infogrames. Donc je m'étais dit soit je reste
je dis du bien de Tintin Objectif Aventure, et dans un an, les gamins, ils disent, ah, Marcus était sympa avant, mais maintenant, il a son petit chèque d'infogramme, il a son petit chèque d'Ubisoft, et il nous vend de la merde, alors qu'il sait très bien que c'est pas bon. Ça me rappelle quelque chose. Et ça flinguait ma carrière. Ça peut flinguer ta carrière. Je serais pas là aujourd'hui. Ouais. Donc j'ai fait le bon move, en fait. Ah, mais largement. Alors après, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Il y avait pas d'autres chaînes de télé, les magazines c'était déjà sur le déclin, Internet, il y avait pas grand chose. Donc je savais pas du tout ce que j'allais faire. Oui, c'est l'époque Micromania qui. Voilà. Après, heureusement, Micromania m'a proposé de travailler avec eux, mais je suis pas parti en sachant que j'avais Micromania. Je suis parti en disant, juste, je peux pas rester. C'est un peu comme quand t'es avec une meuf et t'as pas forcément une autre meuf derrière, mais tu sais que celle-là, c'est pas la bonne, c'est pas la qu'il faut arrêter. Tu vois, et ben moi, c'était exactement ça que j'ai vécu à cette époque. Le courage qu'il faut pour faire aujourd'hui, alors je comprends effectivement, et c'est inquiétant, tous ces gens qui sont payés pour dire des trucs. En même temps, est-ce qu'ils ont le choix? Parce que si tu es sur YouTube, il faut faire des millions de vues pour gagner de l'argent. Oui, c'est ça. La seule façon, c'est de faire des OP, des trucs commerciaux, etc. Donc, malheureusement, il y a plus de magazines. T'as raison. Il y a même plus de sites internet qui rémunèrent. Il y a plus de chaînes de télé comme Game One. Et de toute façon, on pouvait faire rentrer quasiment personne. Allez, donc, on va y arriver. C'est chacun pour soi sur Twitch et pour survivre, il faut faire des collaborations, il faut faire du marketing, il faut faire des trucs comme ça. Malheureusement, moi, j'avais le luxe d'être payé par une rédaction et j'avais mon salaire à la fin du mois, quoi qu'il arrive, et quoi que je dise des jeux qui arrivaient. Voilà. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui travaille dans le jeu vidéo, il a beaucoup de mal à avoir cette chance-là. C'est compliqué, ouais. Donc, on peut pas leur en vouloir d'une certaine façon. Je pense que la plupart le font de manière honnête et transparente. Peut-être retrouver le modèle. Retrouver un modèle alternatif, peut-être de soutien. C'est ce qu'on essaie de faire avec Game One, c'est soutenu par des sponsors et des éditeurs qui financent l'émission et la chaîne. Et peu importe ce qu'on dit. Oui, la team qu'on retrouve d'ores et déjà sur Twitch. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Et qui sera, espérons, racheté. J'espère. Peut-être la marque, peut-être. Faut bien comprendre que c'est deux projets parallèles. Nous, on est des saltimbanques avec la team. Hein. On n'a pas les moyens et la logistique pour remonter une chaîne. Même si demain Skydance tout à coup éclair de génie et de rédemption avec toutes les saloperies qu'ils ont fait. Microbe. Voilà. Ils disent tiens, on vous donne pour €1 symbolique Game One. Nous, on n'est pas capable de la gérer. On n'est pas capable de s'en occuper. D'éditer seul, vous pourrez pas. Donc, on fait ce qu'on sait faire. Du contenu. On continue Team Game One. On appelle ça la team. On le fait sur Twitch. On a le contenu, on maîtrise, très bien. Il y a un peu de logistique parce qu'il faut louer un studio, des techniciens, etc. Mais c'est assez léger, ça, on sait faire. Donc, on fait ça et on essaie de prouver qu'il y a un intérêt. Que Game One manque aux gens qui viennent voir la team. Que c'est viable et que c'est solide, que une émission c'est solide et c'est viable. Et on a déjà du mal à faire ça. On a mis 5 semaines à commencé à avoir des sponsors qui se pointaient. Donc voilà. Et puis en plus c'est essayer de garder de l'intégrité et pas faire de la pub à outrance parce qu'on a besoin d'argent, tu vois. Donc faut arriver à garder l'équilibre. Si on arrive à prouver ça jusqu'à la fin de la saison, on reprendra en septembre la team sur Twitch. Et parallèlement à ça, il y a David Nechel qui est un investisseur qui lui a les moyens, la logistique pour reprendre Game One. Soit il rachète Game One. Pour le moment, les Américains veulent même pas vendre, ils ne répondent pas aux sollicitations. Ce que tu disais hier sur le. Et plan B, s'il n'y arrive pas, s'il n'arrive pas à récupérer la marque, le nom des émissions, les émissions et les archives, créer une nouvelle chaîne qui s'appellerait pas Game One, mais avec la même équipe. La même coloration. Parce que David était là à la dernière de Team Game One. Il a réuni toute l'équipe, y compris les techniciens, en disant moi, je vais essayer de racheter Game One. Je pense que j'ai 40% de chance d'y arriver. Si j'y arrive, je veux pas d'une coquille vide. Je veux que vous soyez tous ensemble de retour sur Game One, y compris les techniciens, les maquilleuses. Donc un vrai investisseur. Vous avez vu chialer dans les bras les uns des autres à la fin de ces missions. J'ai bien compris que vous étiez une famille et que c'était important de préserver ça. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel il est et c'est pour ça qu'évidemment on est à fond derrière lui. Mais c'est son projet, on ne le maîtrise pas. Parfois il fait des trucs sans nous le dire. On se retrouve avec des news qui sont en plus déformées et on sait plus quel était le truc d'origine parce qu'il nous l'a pas dit. Donc voilà. C'est un peu chaotique, c'est un peu bordélique. C'est deux projets qui vont dans le même sens, qui sont amenés à se rejoindre si tout va bien. Mais pour le moment, c'est vraiment deux trucs différents. On n'aura pas la primeur d'info, on n'a pas de world première. Malheureusement, j'adorerais. Ce sera. On n'est pas chez Geoff Kelly ici, vous l'aurez compris. On peut déjà dire aux gens de regarder du coup la team. Exactement. Si vous voulez que Game One revienne sous une forme ou une autre. C'est un très bon signe. La semaine dernière, on a votre soutien et au fil des semaines, on a vraiment une très belle audience. On a à peu près 10 000 personnes en simultané. Ça fait 100 000, 150 000 qui passent au long de la soirée. Ça a légèrement baissé au fil des semaines et la semaine dernière, c'est remonté. Donc ça veut dire que les gens sont là et répondent à l'appel. Est-ce qu'on peut donner les créneaux horaires? Ouais, c'est 17h, 19h tous les mercredis sur Twitch. C'est les mêmes horaires quasiment que 17, 19 tous les mercredis sur Twitch. Je conclue avec deux petites questions rapidement. Dis-moi. Alors la première, est-ce que Paye ne te manque?
Tu sais quoi, j'ai gardé ma PS3 juste pour ça et Guitar Hero. C'est les deux trucs qui font que je rallume la PS3 régulièrement. Disons, ces jeux à mono-concept presque, des trucs qu'on voit. Et je pensais au jeu de Mosquito. Comment il s'appelait sur PS2? Oui, où tu devais piquer la famille japonaise. Où tu avais un concept, une feature, ça te faisait un jeu. Oui. Et le truc poussé jusqu'au bout. Ça existe plus, ça, hein? Alors malheureusement non. Pain était très drôle. Mais Pain était très drôle. Vraiment qu'il le réutilise. C'était à l'époque de la PS3. À l'époque, c'était au moment où j'étais parti de Game One, donc je faisais plein de trucs, et notamment je donnais des cours de jeux vidéo. Il y avait une boîte qui s'appelle toujours Avance Rapide, qui est une boîte de formation, et ils avaient comme client la Fnac, et il y avait des vendeurs de la Fnac qui étaient un peu mutés de force au rayon jeux vidéo, alors qu'ils n'y connaissaient rien. C'est un peu débile, mais c'est comme ça. Et donc la Fnac leur offrait une formation de 2 jours pour voir un peu ce que c'était le jeu vidéo. Et c'est moi qui leur montrais les initiés à ça. Et donc je leur montrais les consoles en vogue, je fais un petit cours sur l'histoire du jeu vidéo pour qu'ils voient un peu l'évolution. Et surtout j'essaie de leur donner envie de jouer. T'avais des mecs qui étaient au rayon de jazz depuis des années, ils étaient très spécialistes, très pointus. On les balançait, c'est débile, hein, mais on les balançait au rayon jeux vidéo. Et ces mecs-là étaient très réfractaires. Des fois, ils me disaient, écoute, c'est pas contre toi, mais je vais pas trop écouter ce que tu dis. Je vais mettre sur mon téléphone. Ce sera pas moi. Et ben, à partir du moment où je sortais Pain, je peux te dire que j'avais tout le monde. J'avais tout le monde. Même le vieux Jazzman, ça me faisait trop rire d'envoyer une pom-pom girl au milieu du échafaudage et tout ça. Donc, voilà. Et accessoirement, c'était un jeu qui montrait les capacités de la PS3 parce qu'il y avait tout un quartier avec un moteur physique qui faisait que si l'échafaudage s'écroulait, il renversait une petite vieille qui lâchait son déambulateur, le déambulateur se coinçait sur la roue d'un taxi qui allait filer dans une vitrine. Il y avait un truc incroyable techniquement d'un quartier entier avec des trucs qui interagissaient. Alors je sais que tu vas le relancer, mais Crimson Desert, à ce compte-là, tu vas te régaler. Ah mais bien sûr, Crimson Desert, ça fait 6 ans que j'ai dit, c'est le jeu que j'attends le plus. 6 ans que tout le monde se fout de ma gueule en disant mais il y a une vidéo à l'E3 bidon sur PC, sur Boosté, ça sera jamais comme ça. Et moi je dis j'ai envie d'y croire. Et là depuis 6 mois d'un coup la hype est montée mais de fou quoi. Explosé, et tout le monde veut y jouer et moi le premier. Et malheureusement, je fais tellement de choses que j'ai eu le temps d'y jouer 3 heures. Le jour de la sortie, il est sorti à 23h. J'ai joué jusqu'à 2h du mat en stream. En plus, toi, il a été patché tellement depuis, tu vas. Ah non, mais je n'ai rien vu. Allez, les let's play, on suit Marcus. Là, ça fait 5 semaines que j'enchaîne les salons, j'ai pas eu le temps de jouer, donc voilà. Parce que Maxime, on est déjà à 120 heures. C'est tous les cernes du moment. Alors, il est moins beau que ce que j'attendais. Je suis sur une PS5 normale, pas une PS5 Pro. Mais par contre, il est immense et ça a l'air génial. Il a été mis à jour depuis. Oui, en plus. Ça a changé. Mais j'ai vu qu'ils mettent des patchs quasiment tous les 2 jours. Ah oui, c'est incroyable. Il y a un suivi derrière. Il suit. Très bien. Mais on le reconnaît ça. Pearl Abyss suit. Ils ont dépassé les 5 millions de ventes là. En peine un mois. 5-6. Ouais, 5-6 millions de ventes. C'est le jeu du moment, hein. Voilà. Difficile de passer à côté. Donc j'avais raison depuis 6 ans et tout le monde se fait encore précurseur, tu vois. Le guide, le grand guide. Alors on a la lumière, vous suivez Marcus. Alors Pain, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Je crois que j'ai fait 10 épisodes sur Pain, sur No Life. Pas toujours. Dès qu'il y avait un DLC, un personnage en plus, je refaisais un truc. Tu l'as poussé, c'est sûr. Écoute, j'ai tellement poussé que le créateur du jeu m'a envoyé un mail. Oui, on me dit qu'en France, c'était vraiment le fan absolu du truc. Et il m'avait envoyé, pour me remercier, une petite démo. C'était un truc de pré-production de Pain. C'est une petite vidéo qui dure 8 secondes. Il y a un mec c'est vraiment, il n'y a pas de texture, hein. C'est vraiment un pantin. Voilà, un proto. Il y a le moteur physique. Il est, genre crucifié à un mur, bras, jambes écartés. Il se passe rien pendant 5 secondes. À la 6e seconde, il y a un énorme marteau qui arrive et qui lui tape les couilles et le mec fait et c'est juste ça. T'es le seul à avoir ça. Et je suis, alors il a peut-être donné à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, voilà, moi j'ai ça et c'est tout l'esprit de Pain et dans ces 8 secondes. Et voilà, c'est con, c'est drôle. Si, c'est drôle. C'est super con. Donc j'ai été récompensé dans ce sens de mes efforts sur Pain. Malheureusement, le jeu n'a pas eu le succès. Ça aurait été de le jouer, il y aurait un DLC avec toi dedans, peut-être. Alors, ça aurait été mon rêve. Mais oui! De torturer Marcus. Alors, à tous les modeurs de la planète, un Pain avec Marcus dedans. Allez-y. La dernière question c'est un mini quiz que je veux faire avec toi pour connaître ton implication dans les clips de Game One. Ouais. Parce que moi, c'est très marquant. Ok. Et je racontais ça à Fred tout à l'heure en voiture. Je vais t'en faire écouter quelques morceaux. Je voudrais que tu me dises si tu te rappelles. Alors tu les regardais toi ou t'as choisi la musique de certains peut-être? Non, j'ai pas participé du tout, c'était vraiment des monteurs qui faisaient ça, qui étaient des fans de jeux vidéo. Ils étaient totalement libres de choisir la musique, les films et tout.
Ce dont je me souviens le plus, c'était El Didou. Tu te souviens de El Didou? Bien sûr. C'était un des animateurs de Game One à l'époque. Qui était très tranchant, très radio libre. Moi, je me rappelle de Q, je me rappelle. El Didou a fait le montage lui-même d'un clip où il y avait que des nanettes et c'était sur la musique de Où sont les femmes de Patrick Juvet. Ah, incroyable. Qui les a jamais trouvées, visiblement. Il présentait après son émission où il présentait aussi. Ouais, tout à fait, le Dawa. Avec Anne-Lise. C'est vraiment une émission radio libre. C'était tout et n'importe quoi. Ça partait en bruit constamment. C'était très très drôle. Et il avait un personnage de mec un peu bougon, un peu droupi. Il est vraiment culte pour toute la première génération. C'était vraiment de 98 à peut-être 2000. Ouais, je crois. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui l'adorent, quoi. Donc toi, t'as pas participé à choisir les musiques. J'ai pas participé, je l'ai regardé. On va voir si tu te rappelles, j'en ai que 3. Vas-y. Et on va faire ça assez rapidement. Mais pour te dire juste une chose, c'est des morceaux que j'ai cherché quasiment toute ma vie. Ouais. Que juste j'ai vu écrit sur les bandeaux de Game One à l'époque où j'ai pas encore internet à la maison. Il m'a fallu parfois 3, 4, 5 ans me rappeler de comment ça s'appelait pour les retrouver. Ok. Et je suis content de les avoir retrouvés les 3. Et je suis le plus ravi de te les faire le titre des morceaux, je les ai les 3. Donc, est-ce que tu te rappelles de ça, ou en tout cas du jeu qui lui était associé? C'est la musique de la séquence du spectateur. Tout à fait. Exactement. Mais qui avait été choisi pour un des... Tu l'as, toi, ou pas? Non, mais je me rappelle. T'as le clip ou pas? Tu te rappelles pas du jeu du clip? On verrait bien un Loco Roco, un truc comme ça dans un ou Lemmings. Ça aurait pu être comment il s'appelle, Banjo et Kazooie, mais c'était pas ça. Ouais. C'était Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing, oui, ça colle plutôt bien. Et ça, c'est une petite rumba. C'est ça. La deuxième pour un monument. Ça, j'ai cherché des années. L'album entier est extraordinaire. C'est les rythmes digitales. Hey You, What's That Sound? C'est pas Wipeout, ça irait bien avec du Wipeout. Ça irait vachement bien. Ah ouais. Ouais, c'est bien, tu vois, t'aurais presque pu les choisir. Wipeout, tu sais, il y a eu un épisode où tu pouvais mettre les musiques que tu voulais. Et je mettais du Francis Cabrel, t'avais l'impression de te traîner à 20 à l'heure. Alors que tu mettais du Prodigy, t'avais à 300 km/h. Tu passais à 23 à l'heure avec Francis Cabrel. C'est génial. C'était Tomb Raider 3. Tomb Raider, ok, classe. Les rythmes digitales. Écoutez l'album Dark Dancer pour ceux qui le connaissent pas, c'est extraordinaire. Allez, le dernier. On va au UK pour le B-Boy Stance des Freestylers. Tu l'as ou pas? Pour illustrer un des premiers jeux de la PS1, et c'est curieux. Le match là, il est très bizarre. Ridge Racer, non? Non. Ridge Racer, il y a des super musiques. Un jeu d'aventure falling horizontal avec des petits personnages qui mentalement prennent le contrôle d'autres. Oddworld. Il a trouvé. C'est le premier jeu que mon fils a joué, il devait avoir 6 ans. Il adore ce jeu. Et il a ressorti la semaine dernière. Particulier. Et c'est très dur. Parce que tu peux pas tuer les trucs, c'est que de l'infiltration. Les ordres sont complexes. L'animation des touches est très complexe. Et heureusement dans les remakes ils ont un peu amélioré le gameplay où t'es pas obligé d'être au millimètre sous une plateforme pour l'attraper, donc il fait le remake mais franchement c'est très dur. Je sais pas si j'ai déjà passé les 4-5 premiers écrans, mais il est très dur. Il arrive. Là il est en train de le terminer. Et donc je crois que je suis presque certain que c'était Oddworld. J'ai un mini doute. C'est le seul sur lequel j'ai un mini doute. T'avais noté les noms, mais pour te dire, je les avais gardés. Souvent je les gardais en tête. Je les avais notés, griffonnés quelque part, tu vois. Mais pour te dire, il y a des morceaux qui ont marqué, j'en suis sûr, comme moi, des générations. On a vu les clips sur Game One. Ouais. Et on les a cherchés pendant des années. Ça t'a fait découvrir des artistes en plus, c'est génial. Ah oui, j'adorais parce qu'après j'ai écouté les albums. Je crois même que Game One était dans la catégorie des chaînes musicales en fait au début. C'était même pas une chaîne jeunesse, mais je crois que c'était une chaîne musicale et il y avait beaucoup de clips. Oui, tu sais, on avait beaucoup d'antennes à remplir et finalement les clips. Il n'y a pas beaucoup d'émissions, on a peu d'émissions donc ça demande de l'argent. Je connaissais aussi parce que j'étais en boucle, en rediff. Moi pour te dire, à l'époque avant Game One, je travaillais à Cyberflash sur Canal+. Donc en 96, quand on a lancé d'abord C2 points et ensuite Game One. Quand je travaillais sur Cyberflash, je faisais des tests de 2 minutes 30. Tu fais par exemple Tomb Raider en 2 minutes 30, tu vas y jouer 6 ou 7 heures, tu vas filmer 2 heures de rush, et tu vas dérocher et tu vas arriver à 2 minutes 30, tu vas écrire un texte qui va avec, etc. Ça prenait 2 jours pour écrire 2 minutes 30. T'imagines bien que t'as une chaîne de jeux vidéo et que tu dois remplir une grille entière. Tu peux pas passer 2 jours pour 2 minutes 30. Et Level 1, au-delà du côté fun et rigolo de ce qu'a créé, économiquement, c'est très rentable, puisqu'il suffit d'avoir un couillon qui joue pendant 20 minutes pour avoir 20 minutes d'émission. Alors évidemment qu'il y a de la préparation en avant,
je faisais 4 émissions par semaine, donc ça voulait dire trouver 4 jeux, jouer 5-6 heures, trouver les 20 minutes. Voilà, donc il y a une préparation, tu prends pas le jeu et tu y vas comme ça, bien sûr. Mais n'empêche que ça reste hyper rentable. En gros, en une demi-journée, une journée, tu peux produire 20 minutes d'émission, ce qui est énorme par rapport aux 2 minutes 30 qui étaient 2 jours. Et qui peut retourner parce que pas tout le monde était présent le jour de la diffusion. C'est facile à rediffuser, ça passait. Ah, les rediffs. Ah, mais t'as inventé les replays, c'est visionnaire. Oui, c'est vrai, ça c'est génial. Beaucoup de youtubeurs se revendiquent de toi. Oui, régulièrement de dire quand j'étais petit, je manquerais plus de ça qu'ils ne fassent pas. Non mais j'avais fait une matinale avec Squeezie et il avait dit ah là Marcus c'est le GOAT. Alors je suis d'accord pour le côté chèvre, GOAT. Qui parle bien anglais, c'est bien. Non mais surtout il avait dit un truc qui m'a touché. Il a dit c'est en regardant Marcus que j'ai compris qu'on pouvait être payé pour faire ce qu'on aimait. Tu vois, et ça l'a motivé à faire sa chaîne YouTube, etc. Donc, je suis très content de me dire des petits gars comme ça qui ont vraiment très très bien réussi et qui sont des gars qui ont des valeurs, c'est vraiment des gens bien. Lui, Cyprien, les autres, je trouve que c'est vraiment des gens bien et je suis très content. Si moi la petite étincelle du début qui leur a donné envie, c'est très fier de ça. Tu as regretté ce virage YouTube, notamment entre la fin de la télé, comme on l'a connu nous, et de ce que l'on a discuté. De la vision que tu voyais, que tu estimais que personne n'y allait, que tu comprenais pas que l'industrie du JV de par ses... Quand on ne pas investir les plateformes YouTube. Complètement, parce que la télé, on voyait bien qu'elle était sur le déclin. Ouais, c'est vrai, mais par exemple, nous, à l'époque de Game One, on était plus, et même à la fin de Game One, moi, quand Game One s'est arrêté, j'ai essayé de faire une émission de jeux vidéo sur France 2, sur France 3, et pendant 10 ans, j'ai démarché les grandes chaînes pour aller à la télé, parce qu'à l'époque, on se disait, la télé, c'est mieux que YouTube. YouTube, tu peux pas faire autrement, t'as pas de moyens, t'as juste ta webcam, tu fais ton émission, et peut-être grâce à ça, un jour, tu iras sur Game One, et un jour, tu iras à la télé. C'était ça, la hiérarchie. Marche-pied, Nous, on était une petite chaîne du câble satellite, on rêvait d'aller sur les grosses chaînes. Et les premiers YouTubeurs rêvaient d'aller, peut-être pas forcément sur Game One, mais à la télé. Et puis à un moment, ça a basculé et on s'est dit être sur YouTube en soi c'est très bien, c'est très suffisant, c'est même mieux que la télé parce que tu as l'interaction avec les gens et les gens peuvent regarder où ils veulent quand ils veulent. Voilà, ça c'était la base qui a fait la fortune de YouTube. Si tu regardes bien maintenant, ils reviennent à la télé. Ils font des grands prix de Formule 1, ils donnent des rendez-vous à heure fixe, ils font de la télé au final. Et en termes de prod, ils ont repris, on a tous repris les formats. YouTube est pérenne dans son utilisation. Moi, je prends l'exemple de mon fils que tu as eu l'occasion tout à l'heure d'avoir discuté avec lui. YouTube, ce qui était la télé pour moi à son âge, lui c'est YouTube. Tout à fait. Il a arrêté Cartoon Network de son très jeune âge et il s'est mis à YouTube parce qu'il voyait qu'il y avait une interaction. Il pouvait y émettre des commentaires, voir comment on pouvait interagir avec la personne, le créateur de contenu. Et tout ça, il a très bien assimilé, bien plus vite que nous par la suite. Parce que moi, non, attendu 25 ans pour discuter avec notre créateur de contenu préféré. Vous étiez où là? J'étais là. Il y a 20 ans que je fais des salons. Il fallait venir au Toulouse Game Show. Oui, mais on aurait. Faut sortir de votre île là. Prenez une petite barque. Tu le sors pas facilement de son île, d'accord? Ouais, je sais bien. Mais je comprends, on est bien. Donc je comprends. Non, en plus, moi, j'ai fait un Tokyo Game Show, je crois, une fois. Mais Japan Expo Sud Marseille. Vous traversez la mer, c'est bon. Marseille, c'est vrai. C'est vrai. Et je l'ai fait plusieurs fois. On pourrait y aller, c'est vrai. J'y amènerai mon fiston. Et j'y parlerai. Non, mais c'est super. Déjà, ici, c'est génial d'avoir ça à domicile. Je trouve c'est super. Ça fédère plein de gens. Il y a des gens qui viennent de Bastia, il y a des gens qui viennent de Calvi. J'ai vu des gens vraiment de partout. Ça rassemble toute la Corse. Donc je trouve ça vraiment cool. Après, je trouve que vous êtes pas très nombreux. Tu vois, si tous les geeks de Corse viennent ici, ça fait pas beaucoup de geeks au final. Non, je pense pas que l'impression que j'ai par rapport à peut-être de l'éloignement et le côté central de Porto Vecchio par rapport. Ce serait Ajaccio ou Bastia, ce serait plus facile. Ok. Il n'y a pas d'événement à Ajaccio ou Bastia. Non, il y en a eu. Il y en a eu un à Ajaccio notamment de très belle ampleur il y a quelques années. En 2019. Qui s'est pas reproduit. Il y a eu le Covid, donc derrière l'émission, l'épisode 2020. On essaiera peut-être de relancer quelque chose. Moi, je pense que Corsica Games Week, vous avez tout ce qu'il faut pour aller dans. Si Bastia, c'est l'endroit où il faut. Bastia ou Ajaccio. C'est le plus pratique pour tout le monde de se réunir. C'est là où il faut aller. Ça n'empêche pas aussi d'avoir aussi des petits événements, bien sûr, c'est très continue celui-là aussi. Ah bah oui, c'est génial. Et il met beaucoup d'énergie pour le faire. Vraiment, moi je trouve, c'est toujours pareil, c'est des petites associations qui commencent, et puis ça prend de l'ampleur, etc. Bien sûr. Et puis il y a une bascule qui se fait au bout d'un moment où ça prend beaucoup d'ampleur, et c'est difficile de garder l'esprit des débuts. Donc là pour le moment c'est réussi et tout va bien.
Donc après, t'as toujours envie de grandir et voilà, mais faut jamais perdre ce côté hyper convivial et chaleureux du début. Après, ce qui est en Corse aussi, le côté geek en Corse pendant longtemps, c'était un peu tabou. Ouais, mais partout. Tu sortais pas vraiment ta carte de geek comme ça, tu vois, c'était un peu caché, tu vois. C'est vrai. Tu nous as aidés. J'espère, oui, ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps pour... Je pense que c'est vrai. Pour les parents qui regardaient, par exemple, toi tu me regardais, tes parents étaient derrière toi. Et ils te disaient, c'est qui le vieux monsieur qui joue mal là? Ils te disaient, c'est Marcus. C'était pas vieux. Et puis tes parents, ils te disaient, t'avais 20 piges. Alors à l'époque, j'étais quand même déjà plus vieux que vous. C'était plus vieux que les gens qui regardaient. Mais il y avait vraiment un côté, je te dis, au grand frère ou tonton cool, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais ça parlait aussi aux parents. Et ça, c'est ma grande fierté. Oui, c'est vrai que les parents étaient rassurés réuni des générations. Il y a des gens qui s'intéressaient pas du tout aux jeux vidéo, mais ils voyaient quelqu'un qui leur ressemblait un petit peu, et puis qui faisait des vannes rigolotes. Et donc je les chopais par l'humour. Qui s'exprimait bien, qui se costumait. Qui se prenait pas au sérieux, quand même du mal. En plus, il n'y avait pas de vulgarité, c'était bon enfant, grand public, et c'était bien. Les GoldenEye à 4. Il y a eu des épisodes mystiques, il y en a eu quelques-uns. Si c'est tes parents et tu vois ton enfant avec un jeu, effectivement, il a un flingue, il tue des gens, ça va peut-être bizarre. Puis si dans l'intervalle t'as un Marcus qui arrive déguisé en James Bond avec un pistolet à prout qui fait la démo du jeu, tout de suite ça dédramatise. Et ça marche. Donc moi c'est ma plus grande fierté d'avoir des parents qui viennent et qui me disent je comprends rien aux jeux vidéo mais mon fils vous regarde et vos vannes là ça m'a fait rire et depuis je joue avec mon fils. Ça, c'est ma légion d'honneur. C'est vraiment le truc. C'est ma médaille de chevalier des Argelettes. C'est réunir des générations qui ne se comprenaient pas. Et grâce à moi, les parents ont compris l'intérêt du truc et le partagent avec leurs enfants avec beaucoup de plaisir. Parce qu'en plus, ils ont plaisir à jouer eux-mêmes. C'est pas juste pour se mettre au niveau des enfants. C'est le plaisir de jouer avec leurs enfants. Donc ça. C'est un média qui le permet. La plus grande réussite, c'est ça. C'est un média qui permet de jouer ensemble. C'est un média qui réunit beaucoup plus que ce que les gens en pensent, surtout quand ils en sont éloignés. Exactement. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut venir sur les salons. C'est sûr. Parce que si t'écoutes notamment la télé, le jeu vidéo, ça rend idiot, ça rend violent, ça isole. Le message n'a pas changé. Si tu écoutes le président de la République actuellement. Oui, voilà, mais alors que soi-disant, il est pour les gamers, mais au moindre fait divers, un peu glauque avec un mec qui joue au jeu vidéo, plutôt que s'interroger sur les vraies raisons, c'est le jeu vidéo qui prend. Donc l'idéal, c'est ces gens-là, je les invite à venir sur des salons comme Corsica Games Week pour constater qu'il y a des familles avec des gens qui jouent avec leurs enfants, tout à fait normaux, que tout le monde va bien, que les gens sont épanouis, bien dans leur peau, avec le sourire. Tout à l'heure, je voyais, c'était juste derrière. Aimable, bienveillant. Tu vois l'écran qu'il y a là-bas où il y a les petits gamins qui jouent d'ailleurs, tiens. Souvent quand on monte des images de jeux vidéo de gamins qui jouent à la télé, ils sont comme ça, le regard noir, la mâchoire crispée, etc. Là tout à l'heure il y avait un gamin, il avait les yeux en l'air et un grand sourire. Et il jouait et il avait vraiment le regard illuminé par ce qui se passait à l'écran. Il jouait avec son papa, ils étaient tous les deux en train de jouer. Et j'ai hésité à prendre une photo parce que je trouve que voilà, ce gamin, il avait le bonheur de jouer en famille. De jouer avec son père en plus. C'est cette image-là que moi je vois du jeu vidéo. Et pas l'image des mecs enfermés, qui n'ont pas d'amis et machin. Donc moi, j'ai des immenses moments de partage avec mon papa devant les jeux vidéo qui n'étaient pas extraordinairement joueurs mais qui jouaient, qui s'intéressaient. Il y a quelques parties de Gran Turismo, tu vois, on va dire les passions de daron. Gran Turismo, FIFA, j'ai des parties en tête avec mon père. Ou du Micro Machine V3 avec le multitap et tout en famille. On a fait ça aussi, tu vois. Donc c'est des trucs, ça rapproche, ça peut être hyper émouvant même parce que ça devient des souvenirs incroyables. Bah oui, ça se fait des souvenirs, bien sûr, quand les gens. C'est les machines à rêver. Quand la Wii est sortie, j'ai fait tous les personnages. J'ai fait moi, j'ai fait mes potes, j'ai fait ma famille. J'avais fait ma maman. Et il y avait un truc de Wii, c'était tu faisais du sport, tu cours. Et puis donc c'est avec le Wii Balance Board, tu cours et puis ça fait une sorte de jogging et donc tu te balades dans des décors et tu croises les mi que t'as créés en fait. Et il se trouve qu'à un moment ma maman est décédée malheureusement et 5 ans après je ressors le truc, je fais mon jogging et sur le bord de la route il y a ma maman qui me fait un petit coucou. Magnifique. Je te jure, j'en avais les larmes aux yeux et c'était incroyable. Et ma maman avait joué, on avait fait du bowling et tout. Tu vois. Et voilà, et c'est resté un souvenir hyper proche. Mes parents étaient pas très joueurs, mais j'ai ce souvenir-là et c'est des trucs. C'est génial. C'est des trucs qui restent quoi. C'est hyper émouvant, voilà. C'est magnifique. Moi, je suis pour qu'on conclue l'émission là-dessus. J'ai rien de plus. On fera jamais mieux. Formidable. Un immense merci, Marcus, vraiment pour ta présence. C'était extraordinaire. Les amis, on a bien rigolé. Il y a un petit cadeau qui t'attend sur notre stand. C'est vrai, c'est gentil. Oui. Ok. On t'invite à venir rapidement. Et qu'on t'expliquera dans le détail.
Voilà. Ça te fera un souvenir de la Corse et de la culture geek aussi. Est-ce que c'est du saucisson comment nous on la voit? Non, ça se mange pas. C'est une affiche qui fait le lien justement entre la Corse et la culture geek. Ok. Et on te l'expliquera de ce pas. Ce qu'on essaie de défendre via nos casquettes, via nos affiches. On fera pas le placement de produit, l'explication là, c'est pas le lieu, mais on s'en va te l'offrir de ce pas. Merci Marcus. Merci à vous les gars. Et à très bientôt. Marcus, c'est avant tout une voix avant un physique. Parce que moi, Game One. Non, c'est un physique liquide. Je C'est un l'entendais. physique liquide sur la toile. Tiens, c'est cette émission. Parce qu'on allume la télé. Puis on vague à nos occupations. Oui. Et quand la voix elle arrivait. Il y a un gars dans le salon qui parle tout seul. Ce jingle radar qui nous ramène. Il est extraordinaire le jingle. Oui. Ouais, c'est vrai. Plein de nostalgie. Bon. Merci à tous nos auditeurs. Merci à tous ceux qui ont été là, qui sont passés. Merci. C'est confidentiel, mais on sait que grâce à cet épisode, grâce à Marcus, on va péter, on le sait. Merci. Tu le souhaites. Je vais retweeter. On s'en fout. Je veux bien finir. Tu sais quoi? Que Game Lover s'arrête sur cette épisode. Ce sera notre apex. Je veux continuer à vous écouter, donc s'il vous plaît. Ce serait adorable. Merci à toi. Rien les petits gars. Merci. À bientôt. Et merci à tout le monde. Ciao. À bientôt. Ciao.